Le camp pue la sueur et les latrines qui débordent. Nos fusils ont 50 ans, 5 cartouches pour apprendre à tirer. Karpov hurle que les Allemands vont nous découper comme du lard. Le 21 juin au soir, nous dormons habillés, fusils chargés. À 2h du matin, un grondement lointain. Puis le monde explose. Deuxième partie, le déluge. Juin-décembre 1941. 25 mai 1941. Camp d'entraînement de Bobruisk, près de Minsk. J'écris à la lueur vacillante d'une chandelle que j'ai troquée contre ma ration de tabac. Autour de moi, mes camarades de baraquement ronflent, marmonnent dans leur sommeil ou, comme moi, combattent l'insomnie. Le camp s'étend à perte de vue. Des rangées de baraques en bois, construites à la hâte, qui abritent des milliers d'hommes. L'odeur est indescriptible. Un mélange de sueur, de crasse, de désinfectants bon marché et de latrines qui débordent régulièrement. Nous sommes entassés à 40 par baraque, sur des chalits de bois brut avec de minces matelas de paille qui grattent. L'entraînement est chaotique, brutal, décourageant. Nos instructeurs ne savent manifestement pas ce qu'ils font. La moitié d'entre eux sont aussi novices que nous, de jeunes officiers fraîchement sortis d'académie militaire où ils ont appris la théorie mais jamais pratiqué. Les autres sont d'anciens sous-officiers rappelés du service, aigris et alcooliques, qui compensent leur incompétence par des hurlements et une discipline de fer. Le sergent Karpov, qui s'occupe de notre section, est un mastodonte de 40 ans avec des cicatrices sur les mains et une haleine qui empeste la vodka dès le matin. Son méthode d'entraînement consiste principalement à nous faire ramper dans la boue en nous insultant. « Vous êtes des merdes !» hurle-t-il pendant que nous rampons sous des fils de fer barbelés. « Des petites merdes de paysans qui ne savent même pas tenir un fusil. Les Allemands vont vous découper comme du lard. » Cette dernière phrase, il l'a lâchée sans réfléchir. Aussitôt, un silence de mort s'abat sur le groupe. Nous ne sommes pas censés parler des Allemands comme d'ennemis potentiels. Le pacte tient toujours, officiellement. Karpov réalise sa gaffe et devient rouge comme une betterave. Je voulais dire les ennemis de l'Union soviétique, quels qu'ils soient. Reprenez l'exercice. Mais le mal est fait. Nous savons tous maintenant ce que nos supérieurs pensent vraiment. La guerre avec l'Allemagne n'est pas une possibilité lointaine. Elle est imminente. On nous a distribué des uniformes qui grattent et des bottes qui me font des ampoules sanglantes. Mais le pire, c'est l'armement. Mon fusil est un Mosin Nagant modèle 1891. L'arme a 50 ans. Elle est plus âgée que moi, plus âgée que certains de mes instructeurs. Elle a probablement servi dans la Grande Guerre, peut-être même dans la guerre russo-japonaise de 1905. « Pourquoi on nous donne des fusils aussi vieux ?» a demandé innocemment Alexei Rykov, un gamin de 18 ans aux joues roses qui vient d'un village près de Toula. Il a encore l'air d'un écolier, avec ses grands yeux naïfs et sa façon de poser des questions embarrassantes. « Parce que le Mosin Nagant est l'arme la plus fiable au monde, petit con !» a rugi Karpov. « Solide comme un tank, simple comme bonjour, elle a gagné la guerre civile, elle gagnera la prochaine. » Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il mentait. La vérité, nous la découvrons tous les jours. Notre armée manque de tout. D'armes modernes, de munitions, d'équipements, d'officiers compétents. Les purges de 1937-38 ont décapité notre machine militaire. Staline a fait fusiller des milliers d'officiers expérimentés, les remplaçant par des lèche-bottes incompétents ou des novices terrorisés. L'entraînement au tir est une farce. On nous donne 5 cartouches chacun. 5 pour apprendre à tirer. Économisez les munitions, nous répète-t-on. Visez bien du premier coup. Comment peut-on apprendre à bien viser sans s'entraîner ? J'ai eu la chance de toucher 3 fois sur 5 la cible en carton placée à 100 mètres. Mes années à chasser le lapin avec le vieux fusil de père m'ont servi. Mais Alexei n'a touché qu'une fois, et certains pas du tout. Ils vont mourir, c'est sûr. Dès le premier combat, ils vont mourir. La nourriture est infecte mais abondante. Katcha le matin, une bouillie d'avoine qui a le goût et la consistance de la colle. À midi, soupe de choux avec quelques morceaux de viande douteuse et des tranches de pain noir. Le soir, encore de la soupe, parfois avec des pommes de terre. Dans mon baraquement, nous sommes un mélange hétéroclite. Des paysans comme moi, majoritaires. Quelques ouvriers d'usine des grandes villes. 2 ou 3 étudiants.
Un juif de Minsk, David Goldstein, qui lisait de la poésie avant d'être mobilisé et continue à réciter Pouchkine entre les exercices. Un Ukrainien géant, Yuri Bondarenko, qui fait 2 mètres de haut et peut porter un homme sous chaque bras. Nous apprenons à nous connaître dans l'adversité partagée. Le soir, quand les instructeurs nous laissent tranquilles, nous parlons de nos familles, de nos villages, de nos rêves d'avant. Moi, après la guerre, je veux devenir ingénieur, dit Alexei avec cet optimisme touchant de la jeunesse. Construire des ponts, des routes, connecter notre grand pays. Et moi, enseigner la littérature, ajoute David en ajustant ses lunettes circlées de métal. Montrer aux enfants la beauté des mots, la puissance des idées. Yuri, plus pragmatique, se contente de soupirer. Moi, je veux juste retourner à ma ferme et épouser ma Svetlana. Avoir des enfants. Vivre tranquille. Et moi, je parle de Katia. De notre mariage précipité mais sincère. De la maison qu'on construira ensemble. De l'atelier de mécanique où je réparerai les machines du kolkhoz. Mes camarades m'écoutent avec une pointe d'envie. Au moins, moi, j'ai goûté à l'amour avant de partir. Eux partent vierges, sans avoir vraiment vécu. Mais la nuit, dans mon chalet inconfortable, j'entends parfois des sanglots étouffés. Des hommes qui appellent leur mère dans leur sommeil. D'autres qui gémissent. Pourquoi nous ? Et je me demande combien d'entre nous reverront Noël. Lettre de Katia aujourd'hui. Elle a mis 2 semaines à arriver, censurée bien sûr, avec des passages noircis à l'encre. Mais c'est sa voix, ses mots d'amour qui réchauffent mon cœur. Mon cher Micha, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ici, le printemps s'installe vraiment. Notre chêne a toutes ses feuilles maintenant, et je vais m'y asseoir parfois le soir pour penser à toi. Les enfants de l'école me demandent de tes nouvelles. Tes mères va bien. Anya grandit si vite. Reviens-moi vite, mon amour. Chaque jour sans toi est une éternité. Ton épouse qui t'aime, Katia. J'ai lu cette lettre 20 fois au moins. Je me demande ce que disaient les passages censurés. Probablement des nouvelles du village, des inquiétudes sur l'avenir. Peut-être des mots d'amour trop intimes pour les yeux des commissaires politiques. Ce soir, rumeur persistante, on va être déployé vers l'ouest, vers la frontière. Certains parlent même de positions défensives. Pourquoi des positions défensives si nous n'attendons pas d'attaque ? Le vent tourne. Même les plus naïfs commencent à comprendre. Quelque chose se prépare. Quelque chose d'énorme et de terrible. 15 juin 1941. Les tensions montent de jour en jour. On le sent dans l'air, dans l'attitude des officiers, dans la fréquence des alertes. Plus d'avions passent au-dessus du camp, les nôtres, volant en formation serrée vers l'ouest. Des colonnes de tanks traversent les routes environnantes, leurs chenilles faisant trembler le sol. De l'artillerie aussi, tractée par des camions qui peinent sous le poids des canons. Et les officiers sont de plus en plus nerveux. Réunions constantes, ordre et contre-ordre. Hier, on nous a dit de préparer nos pactages pour un exercice de mobilité. Aujourd'hui, l'exercice est annulé. Demain, qui sait ? Un nouvel élément inquiétant, l'arrivée des commissaires politiques. Des hommes en uniforme mais pas tout à fait soldats, avec leurs petits yeux fouineurs et leurs sourires froids. Ils se promènent dans le camp, écoutent nos conversations, prennent des notes. Un commissaire assigné à notre bataillon s'appelle Volkov. Même nom de famille que moi, ironie du sort. Pas de lien de parenté, heureusement. C'est un homme d'une 30aine d'années, grand et maigre, avec des yeux de fanatique et une façon déplaisante de vous regarder comme s'il lisait dans vos pensées. Il nous a fait un discours hier soir, rassemblant tout le bataillon sur la place d'armes. Camarades soldats, l'armée rouge est la plus puissante du monde. Nous sommes invincibles parce que nous nous battons pour la juste cause du socialisme. Cependant, a continué Volkov et sa voix s'est durcie, il faut que vous sachiez ceci. La lâcheté et le défaitisme seront punis avec la dernière sévérité. Tout homme qui recule sans ordre, tout homme qui sème la panique, tout homme qui fait preuve d'indiscipline sera considéré comme un traître à la patrie. Cette fois, aucun applaudissement, un silence lourd, inquiétant. Je serai vos yeux et vos oreilles, a conclu Volkov avec un sourire qui n'en était pas un. Après la dissolution, nous nous sommes regroupés par petits cercles, parlant à voix basse. L'atmosphère avait changé. Nous venions de comprendre que nous aurions des ennemis devant nous et derrière nous. Il me fait froid dans le dos, ce type, murmure Yuri en jetant un coup d'œil vers les quartiers des officiers. Tous les commissaires sont comme ça, répond David.
Ils sont là pour surveiller les officiers autant que les soldats. Laissez un pouce bleu si vous aimez découvrir les histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour suivre le destin de Mikhail et de ses camarades. Et s'assurer qu'on meurt bien docilement plutôt que de battre en retraite, ajoute amèrement Nikolai Petrov, un vétéran de 35 ans qui a déjà fait son service militaire et a été rappelé. Il a combattu en Espagne et sait de quoi il parle. Ces mots font frémir. Nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas seulement des soldats. Nous sommes des prisonniers en uniforme, envoyés au combat avec des gardiens derrière nous pour nous empêcher de fuir. L'entraînement s'intensifie. Exercice de tir avec de vraies munitions maintenant. Pas beaucoup, mais plus qu'avant. Maniement d'armes. Combat rapproché à la baïonnette sur des mannequins de paille. Construction de positions défensives. Cette dernière activité me trouble particulièrement. Pourquoi nous apprendre à creuser des tranchées si nous sommes supposés écraser l'ennemi par notre offensive irrésistible ? Pourquoi nous montrer comment construire des abris anti-chars si nos propres chars sont invincibles ? Les questions s'accumulent, mais personne n'ose les poser à haute voix. Pas avec Volkov qui traîne partout ses oreilles de chacal. Lettre de mère aujourd'hui. Plus brève que celle de Katia, mais touchante dans sa simplicité. Mon cher fils, nous pensons à toi chaque jour. Katia vient souvent nous voir. Anya grandit si vite. Elle travaille au champ maintenant avec les femmes. Tu serais fier d'elle. Prends soin de toi. Obéis à tes supérieurs. Nous prions pour ton retour rapide. Ta mère, qui t'aime. Ces lettres sont mes liens avec la vie normale, avec le monde d'avant. Je les relis jusqu'à les connaître par cœur. Elles me rappellent pourquoi je dois survivre, pour rentrer auprès de ces êtres chers qui m'attendent. Ce soir, Nikolai Petrov nous raconte ses souvenirs d'Espagne. Il parle à voix basse, jetant constamment des coups d'œil autour de lui pour s'assurer qu'aucune oreille indiscrète ne traîne. « J'ai combattu les fascistes de Franco et leurs alliés allemands, dit-il en tirant sur sa cigarette roulée. Et je peux vous dire une chose, ces Allemands-là savent faire la guerre. Vraiment. Pas comme nous. » « Comment ça ? Demande Alexei, toujours avide d'apprendre. « Leur coordination, leur discipline, leur matériel. En Espagne, j'ai vu leurs Stukas en action. Ces avions-là descendent en piqué en hurlant comme des banshees et ils placent leurs bombes au centimètre près. J'ai vu leur artillerie travailler, précise, méthodique, mortelle. Et leurs soldats... » Il s'arrête, tire une longue bouffée. Leurs soldats, ils ont cette façon de se battre comme des machines. Mais des machines intelligentes. Ils savent quand attaquer, quand se replier, comment coordonner infanterie, tanks et aviation. C'est beau à voir. Et terrifiant. Mais nous sommes plus nombreux, objecte quelqu'un. Et nos tanks T-34, il paraît qu'ils sont meilleurs que les leurs. Nikolai secoue la tête. Les nombres et le matériel, c'est important. Mais ce qui compte le plus, c'est le commandement. Et là, il crache dans l'herbe. Nos meilleurs officiers ont été fusillés en 37. Il ne reste que des incompétents ou des terrorisés. Un silence pesant suit ses paroles. Nous savons tous qu'il dit la vérité. Mais l'entendre formuler si clairement nous glace. « Alors, on va perdre » murmure David. « Perdre » Nikolai réfléchit. « Non, on ne perdra pas. On est trop nombreux, notre pays est trop grand. Mais au début, on va prendre une raclée monumentale. Et beaucoup d'entre vous vont mourir. Inutilement. » Ils nous regardent un par un, ces jeunes visages inquiets dans la lumière déclinante. « Alors écoutez-moi bien. Je vais vous apprendre comment survivre, comment rester en vie assez longtemps pour devenir de vrais soldats. Parce que c'est ça qui compte. Survivre au premier combat. Après, on apprend. On devient dangereux. Mais il faut survivre au baptême du feu. » Et là, dans cette baraque qui sent la sueur et la peur, Nikolai nous donne les conseils qui vont peut-être nous sauver la vie. 21 juin 1941. Dernière soirée d'avant-guerre, même si nous ne le savons pas encore officiellement. L'atmosphère du camp est électrique. Les ordres contradictoires pleuvent depuis le matin. Préparez-vous à bouger. Puis, annulation, restez en stand-by. Puis, vérifiez votre équipement. Et enfin, repos jusqu'à nouvel ordre. Mais personne ne se repose vraiment. Nous sentons tous que quelque chose de colossal se prépare. Les officiers ont des têtes d'enterrement. Les communications radio crépitent constamment. Et cette nuit, nous dormons habillés, nos fusils chargés à portée de main. Exercice surprise, prétendent toujours les supérieurs.
Mais leurs yeux disent autre chose. Leurs yeux disent que Dieu nous aide. J'écris ces lignes à la lueur d'une bougie, assis sur mon chalit. Autour de moi, mes camarades font semblant de dormir. Alexei tremble dans son sommeil, murmurant des mots incompréhensibles. David récite des prières en hébreu, à voix si basse qu'on dirait un bourdonnement d'insectes. Yuri fixe le plafond, les mains croisées derrière la nuque, pensant probablement à sa Svetlana. Nikolai, lui, nettoie son fusil pour la 10e fois aujourd'hui. « Tu ne dors pas » me demande-t-il sans lever les yeux de son arme. « Impossible. Toi non plus, visiblement. » J'ai connu ça en Espagne. Cette tension avant la bataille, cette certitude que demain tout va changer. Il referme la culasse de son Mosin avec un petit claquement sec. Le truc, c'est de pas trop y penser, se concentrer sur les détails. Fusil propre, munitions comptées, bottes lacées. « Tu as peur ?» Il me regarde enfin, avec un sourire triste. J'ai toujours peur avant un combat. Celui qui n'a pas peur est un menteur ou un fou. Mais la peur c'est utile, ça garde en vie. J'aimerais écrire une lettre à Katia, lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mes peurs, mes espoirs, mes regrets de ne pas avoir eu plus de temps avec elle. Mais que pourrais-je écrire qui passerait la censure ? Et puis, quelque chose me dit que cette lettre n'arriverait jamais. Au lieu de ça, je sors sa photo de ma poche de poitrine, prise le jour de notre mariage civil, il y a à peine un mois. Elle sourit, timide et heureuse, dans sa robe simple. Je trace du doigt les contours de son visage. Elle est jolie, ta femme, observe Yuri qui s'est approché silencieusement. La plus belle fille du monde. Elles le sont toutes quand on les aime. Il sort une photo de sa poche, une blonde aux yeux clairs, avec un sourire éclatant. Ma Svetlana. On devait se marier cet automne. Vous vous marierez quand tout ça sera fini. Si on survit. On survivra. Mais nos voix manquent de conviction. Nous sommes jeunes, inexpérimentés, mal entraînés, avec des armes d'un autre siècle et des officiers incompétents. Face à nous, la machine de guerre allemande, rodée par 2 ans de victoire en Europe. Minuit passe. Nous sommes officiellement le 22 juin 1941. Une date qui entrera dans l'histoire, même si nous l'ignorons encore. Dehors, un hibou ulule dans la nuit. Au loin, un train siffle. Cette histoire vous touche ? Partagez-la avec vos amis. L'histoire de Mikhail Volkov mérite d'être connue. L'air est doux, parfumé par les fleurs sauvages qui poussent autour du camp. Une nuit parfaite pour dormir paisiblement. Une nuit parfaite pour la paix. Mais la paix agonise. Dans quelques heures, elle sera morte. Et nous avec elle peut-être. 1h du matin. Je range ce carnet et me prépare à essayer de dormir. Demain, aujourd'hui plutôt, sera peut-être le jour le plus important de nos vies. Le jour où nous découvrirons si nous sommes des hommes ou des enfants, des soldats ou de la chair à canon. Je pense une dernière fois à ma famille, à Katia qui dort dans notre lit, à Mère qui veille peut-être, inquiète sans savoir pourquoi, à Anya qui grandit si vite, à notre village paisible où les plus grandes nouvelles sont les naissances et les mariages. Dans quelques heures, leur monde va basculer aussi. Toute l'Union soviétique va basculer. Et eux ne le sauront que quand les bombes commenceront à tomber. « Reviens-moi » m'a dit Katia le jour de mon départ. « Je vais essayer, mon amour. Je vais tout faire pour essayer. » 2h du matin. Un grondement lointain, comme un orage qui approche. Mais le ciel est dégagé, plein d'étoiles. Le grondement se rapproche. Plus fort, plus fort. Quelqu'un crie dehors. « Avion !» Puis le monde explose.